Les enfants ont l'une des plus grandes forces qui soit, leur insouciance. Imperméables à la froideur et à la violence du monde qui les entoure, ils ont la faculté de se concentrer sur les moments simples de la vie. Ceux qui, aux yeux des adultes, paraissent insignifiants et qui pourtant font le plus de sens et méritent d'en recueillir toutes les sensations. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va parler du tombeau des Lucioles. T'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les races. Allons-y, je suis content. Qu'est-ce qui casse la potion? Qui met toi dedans? La vie à quoi? Vous connaissez bien, on y va tous les étés. Je voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard. Bonjour et re-bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle animation animé par des animateurs. Aujourd'hui, sortez vos mouchoirs parce qu'on va parler du tombeau des Lucioles, film d'animation traditionnel sorti en 1988 au Japon. Il s'agit d'une adaptation de la nouvelle La tombe des Lucioles de Akiyuki Nosaka. Le film est réalisé par Isao Takahata et entièrement produit au sein du légendaire studio Ghibli. Il s'agit du deuxième film du studio qui a connu une sortie conjointe avec Mon voisin Totoro de Miyazaki. Pour les voix des personnages en version originale, on retrouve Ayano Shiraishi qui double Setsuko et Tsutomu Tatsumi qui double Seita. Avec moi, comme toujours, pour parler de ce film, Robin. Bonjour Robin. Bonjour Jean. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'ai comme une impression de déjà vu. Oui, c'est comme bizarre. si on avait déjà enregistré et que Cette intro, il que ça y avait avait foiré. une connerie, ouais, ok. évidemment, ouais, ça me dit un truc, Ok, bon, pas de souci. Est-ce que tu peux nous résumer le film, Robin? Ah oui, S'il bah, te écoute, plaît. oui, je vais faire ça. Donc, c'est l'histoire d'un grand frère et de sa petite sœur qui vivent les tragiques incidents des bombardements de Kobe pendant l'été 45 au Japon. En gros, c'est ça la grosse trame de l'histoire. Et bon, bah, voilà, comme on le sait, comme on vous l'a déjà dit, on s'en fout des spoils dans ce podcast. Ça va spoiler sec. Voilà. De toute façon, dans les 3 premières minutes du film, on sait ce qui nous attend. Hein, donc voilà, et qui vont donc décéder de malnutrition à cause de des événements, de la guerre et tout ça. En gros, voilà, c'est ça un peu ce qui se passe dans le film. Ils vont être livrés eux-mêmes au final. Et Sans, ouais, voilà. sans adultes. Ils vont faire ce choix-là, Ouais. mais oui. C'est un bon résumé en fait. Ça en dit pas trop, j'aime bien, on va pouvoir extrapoler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Qu'est-ce que t'as pensé du film, Robin? J'ai beaucoup aimé ce film. J'aime bien ce film. Mais en même temps, il me plonge dans une profonde tristesse. C'est même pas une tristesse, en fait, c'est juste une dépression. C'est genre une fois que tu l'as regardé, t'es mal pendant des semaines, en fait. Et c'est un très bon film. J'aime beaucoup le fait qu'il relate tous ces événements qui sont passés au Japon, mais du point de vue des civils. Parce que finalement, des films de guerre, du point de vue des civils, j'en connais pas tant que ça. Et qui, en plus, parlent du rationnement, de la difficulté du rationnement pendant les bombardements, de la difficulté de l'hébergement une fois que ta maison a été bombardée. C'est vraiment... Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que le point de vue qui a été choisi pour raconter cette histoire, il est rare, en fait. Il est rare et il est, du coup, frais. Et bien qu'il est bercé d'une immense tristesse, parce que tu sais que c'est un petit frère, un grand frère et sa petite sœur qui vont tout faire pour s'en sortir et qui ils vont finalement décéder, quoi. C'est un point de vue qui est très réaliste, parce que c'est un point de vue de survivant. Parce que Takahata il a survécu au bombardement, lui, quand il était plus jeune. Et l'auteur de la nouvelle, c'est une nouvelle semi-biographique. Semi-autobiographique. Ouais. Et il a survécu au bombardement et sa sœur est morte de malnutrition, justement, pendant la guerre. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça triste, ouais, presque trop triste. Alors, Ok. trouvé que ça tombait un peu dans pas le mélodrame, mais Le pathos. Ouais, un peu le pathos par moment où tu te doutes de ce qui va se passer. Le film est beau, là, visuellement c'est magnifique. Les décors peints comme ça et tout. Enfin, on en parlera. Il y a plein de techniques qui sont super cool dedans. Mais ouais, j'ai trouvé que du coup le traitement des personnages, c'était un peu, j'avais du mal à rester accroché, quoi. C'est des enfants et ils sont perdus et tu fais ils vont y passer, quoi. Le truc, c'est que, comme je disais, dans les 3 premières minutes du film, il s'est dit. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est aussi le schéma narratif qu'ils ont choisi qui est super intéressant. C'est que, comme on sait ce qui va leur arriver, on sait pas quand, on sait pas exactement comment, on sait juste qu'ils vont décéder. Et en fait, on va juste se focaliser sur les moments de vie qu'ils vont avoir. Et en fait, c'est ça pour moi la force du film, c'est que on s'est débarrassé de ils vont mourir. Il n'y a pas cette question pendant tout le film de est-ce qu'ils vont mourir ou pas, comment ils vont survivre. On sait qu'ils vont pas survivre.
Donc tous les moments qu'ils ont filmés, qu'ils ont tourné et qu'ils ont mis en scène, les moments de vie, les moments avec Satsuko qui voit la guerre mais de ses yeux d'enfant et tout ça, ça les rend encore, moi je trouve, plus mignons et plus tendres. Et finalement c'est encore plus triste parce que tu sais le destin funeste qui les attend. Moi c'est pour ça que le schéma narratif qu'ils ont choisi pour moi était super intéressant. Ouais, c'est une tragédie en fait. Ouais. C'est vraiment la tragédie. Ouais, mais du coup, c'est même plein de réactions des personnages et j'ai l'impression qu'ils ont plus travaillé le côté retranscription réaliste de la guerre et après et ça c'est ce que l'auteur de la nouvelle a apprécié d'ailleurs dans le film apparemment. Voilà, après ça c'est le travail de Takahata, on y Ouais, reviendra de recherche, plus tard. ouais. C'est Takahata et la retranscription de la vie telle qu'elle est, c'est son combat toute sa vie quoi. Ouais. Mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait moins de boulot sur l'écriture des personnages ou que Que c'était pas assez détaillé quoi. Ouais. Pour moi, Ouais. c'est ça qui m'a un peu manqué, quoi. C'est vrai qu'il manque un peu de profondeur, sûrement peut-être le relationnel avec le père, Ouais. peut-être je C'est sais pas ça, un en fait. flashback ou deux pour un peu inscrire le père tel qu'il était dans l'histoire. Ouais, c'est le père, il agit un peu comme il se raccroche à ça en fait, et une fois qu'il apprend que son père est mort, il arrête de se bercer d'illusions en fait. Parce que tout le film, pour moi, c'est ça, le gamin, il est Seita, il se laisse mourir après la mort de sa mère. Il fait pas vraiment le deuil en fait, il est tout le temps dans le déni et il est dans le déni par rapport à son père aussi quoi. Alors que tu te doutes bien que son père est mort. Bah ouais, j'ai jamais cru un instant que son père avait survécu, Oui, non, qu'il c'est ça allait que revenir. Son père, pour l'histoire, il est dans les Marines, enfin les Il est marins dans dans la marine japonaise. ouais. Ouais. Sur un croiseur qui s'appelle le Maya. Ça m'a fait beaucoup Ah bah rire. tiens, super. Et qui a coulé en 1944. Voilà. Donc ouais, moi j'ai jamais cru que le père allait revenir, et même la première, parce que là je l'ai re-regardé pour le podcast, je l'avais vu adolescent, plus jeune, et ça m'avait déjà vraiment rendu triste. Le truc en fait qui avait aussi un peu qui avait fait le choc, c'était que au début tu avais l'inscription Studio Ghibli, et que Studio Ghibli, tout ce que j'avais vu à l'époque, c'était les Miyazaki. Ouais, c'est des trucs Donc, très mignons en général. Les trucs mignons, un truc plein de fantaisie, et justement d'animaux incroyables et tout ça. Et puis là, tu arrives dans une réalité dure et froide et tu fais. Wow. Mais avec un point de vue d'enfant. Ce qui, pour le coup, est bien fait, en tout cas au début, je trouve. Oui. Qui est un peu détaché. C'est presque un jeu de cache-cache et Oui. on s'enfuit et voilà. Mais je trouve que ça s'essouffle un peu au long du film, quoi. Ouais, ok. Moi, j'ai trouvé justement qu'ils alternaient bien, justement que c'était pas trop tout le temps super dépressif et que au bout d'un moment tu faisais ouais, c'est bon, j'ai compris. Non, mais c'est pas que c'est tout le temps trop dépressif, c'est que en fait on te mettait des moments où vous avez vu, c'est des enfants, ils sont mignons mais ils vont mourir. Et je dis, ouais, c'est bon, j'ai compris quoi, ils sont mignons, c'est des enfants, quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils essaient vraiment d'inscrire le Satsuko, donc la petite sœur, elle voit vraiment la guerre de ses yeux d'enfant, et donc elle comprend pas. Oui, c'est ça en fait. Et elle comprend pas, mais du coup en soi c'est pas mal foutu, quoi. C'est juste que j'ai du mal à rentrer dedans. Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait ils ont vraiment gardé ce truc là où elle est juste attachée à ses besoins primaires, tu sais, manger, boire et jouer quand t'es un enfant finalement. Et son frère il essaie de tout faire pour ça. Bien que il sait ce qui va arriver, il sait ce qui se passe autour, mais que la petite sœur elle s'en rend pas compte et c'est normal. Pareil, tout le moment où il cache la mort de la mère pendant un long moment. Ouais, alors que la petite sœur, elle sans doute. La petite sœur, sans doute, oui, elle a bien compris. Tu sais, quand il ramène les affaires de la mère et qu'elle fait mais maman, elle veut plus de ces affaires-là, et tu fais bon, elle est peut-être petite, mais ouais, c'est ça. Bon. Elle est pas con, quoi. Elle est pas con non plus, quoi. Tu vois, c'est justement ça le problème. On peut passer au coup de génie, le plan ou la séquence qui nous a marqué. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Quel est le moment du film qui t'a marqué, Robin? Eh bien, justement, moi, c'est un de ces moments de joie, un petit peu donc de légèreté que le film nous offre, et moment de vie. Donc, quand ils sont à la plage et qui va être directement cassé avec un retour à la réalité super brutal. Donc, ils vont à la plage, ils vont à la mer, et Satsuko donc commence à se déshabiller pour aller dans l'eau, et puis elle joue dans l'eau et puis tout va bien, puis elle voit un petit crabe sur la plage, elle joue avec le crabe et tout, et instantanément là elle se déplace en suivant le crabe, et derrière un bateau qui est sur la berge, il y a un cadavre d'homme qui est sous une paillasse, et puis direct là le sound design il change, il y a tout le bruit des mouches qui arrivent super fort et tout, puis on comprend que le cadavre il est là depuis un petit moment, et son frère lui fait détourner le regard de ça, et c'est vraiment ce contraste là moi qui j'ai bien aimé, cette douceur qui à chaque fois on te fait revenir à la réalité super brutale de c'est quand même la guerre les gars, donc oui vous vous amusez à la plage, mais ça, ces moments de joie je pense pendant la guerre ils étaient vraiment très courts,
Et à chaque fois, on te fait revenir à ce truc-là. Et moi, c'est un moment qui m'a vraiment plu. Et ayant vu aussi les autres œuvres de Takahata et aussi, on en parlait dans le tout premier podcast, La Tortue Rouge, il y a aussi un passage avec un enfant et un crabe qui jouent ensemble. Et moi, ça m'a vraiment rappelé ça. Alors, comme je sais que Takahata et Ducoq de Witt ont bossé ensemble là-dessus, est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil ou quoi? Probablement. Ça, probablement. Et donc, parce que le Tombeau des Lucioles, c'est quand même un chef-d'œuvre et c'est quand même un des plus beaux films de l'animation qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même quelque chose à voir, à vraiment pas manquer si vous voulez faire de l'animation et si vous vous intéressez un minimum à l'animation. Et du coup, donc oui, faire un clin d'œil à ce film-là, c'était vraiment une bonne idée. Moi, ça m'a vraiment évoqué ça et ce dur retour à la réalité. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce plan. Ok, ouais. Et puis il y a le côté protecteur du frère envers sa sœur qui est développé tout le long du film, mais c'est ça qui m'a un peu gêné, c'est que il a ce côté vraiment protecteur, mais en même temps, des fois, il fait tellement de la merde que tu comprends pas trop en fait. Mais après, ça reste un enfant, ouais. Mais donc, ça reste, pour moi, il est dans le début de l'adolescence, ouais, donc ouais. il fasse des Il sait erreurs. pas ce qu'il fait, quoi. Bien sûr, il sait pas ce qu'il fait. Il essaye de faire du mieux qu'il peut, mais il a pas une conscience d'adulte. Il a pas eu des responsabilités d'adulte et on lui met sa sœur dans les pattes et il a plus de parents. Et c'est ça. je Mais comprends tu sais, qu'il c'est eux fasse qui des choisissent erreurs. de partir de chez la tante, alors certes la tante elle devient un peu chiante, elle leur prend de la bouffe et tout. Ouais, c'est pas, pour moi ils auraient, s'ils avaient mis ça plus fort que la tante veut les virer ou quoi que ce soit, tu vois, parce que là ils partent de leur propre choix, tu fais c'est pas une bonne idée en fait. Bah, moi, justement, je trouvais que la tante, elle met vraiment la pression. Justement, quand je regardais ce film-là, j'avais oublié que la tante, elle était comme ça. Donc, en fait, quand leur mère, elle meurt, ils vont vivre chez leur tante. Et la tante, donc, ils ramènent toute la bouffe qu'ils avaient cachée sous terre pendant les bombardements. Et la tante, donc, leur vole de la nourriture pour nourrir son mari et sa fille qui, eux, travaillent pour le pays. Ouais, c'est ça, et elle leur reproche de rien faire pour le pays et pour l'effort de guerre aux deux enfants. Voilà. Donc voilà, il n'y a aucun effort de guerre et en fait, elle dit qu'ils sont oisifs et nonchalants et que ça marche pas comme ça. Et donc, elle décide de moins les nourrir et elle leur met vraiment une pression et tout ça. Et je trouvais ça horrible. Et en même temps, je me dis, la tante, elle a quand même. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais connu des conditions de guerre. On n'a jamais connu des conditions de guerre. On n'a jamais connu le rationnement et tout ça, heureusement. Mais je pense que de son point de vue à elle a raison de nourrir ceux qui vont aider le pays et de mieux les nourrir parce que c'est eux qui vont faire sa famille, quoi. Oui, surtout c'est sa famille. Direct, les autres, elle les a récupérés. Au début, elle voulait pas trop et elle pensait que. Tu sais, elle lui dit direct, elle fait mais t'as écrit à ton père et tout. Enfin, tu vois qu'elle veut pas les garder, quoi. D'avoir des bouches à nourrir en plus pendant le rationnement, ça devait être un calvaire, quoi. Et donc après, quand elle les voit partir, elle les retient pas non plus, hein. Mais elle a pas l'air non plus extrêmement d'accord, mais elle les retient pas non plus. Donc non, ça quand même, ça l'arrange un petit peu aussi. Ouais, c'est une espèce de petite lâcheté, quoi. C'est ça, mais il y a vraiment ce côté aussi, vraiment, tu sais, l'honneur et le truc qu'on peut dire japonais, tu sais, genre sur l'honneur et le servir son pays et toujours être là, et c'était vraiment super présent. Des trucs qui peut-être nous touchent moins nous parce qu'on n'a pas cette éducation-là. Mais oui, ça calme une pression quand même folle. Donc oui, je pense que aussi il en a eu marre aussi, le grand frère. En fait, en repensant au film, je me rends compte qu'il y a des trucs que j'avais pas forcément vus, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec ce film à rentrer dedans, quoi. En tout cas, on peut tout de suite écouter un extrait de cette séquence de la plage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'eau de mer pour la cuisine. Les rations de sel ne suffisent plus. Ah bon? Alors, tu te déshabilles ou quoi? Ça fait une grande baignoire. Ah oh, si je t'attrape, oh je suis le loup, je vais te dévorer. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, stop. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Et moi, mon plan qui m'a marqué, entre guillemets, j'ai du mal à en trouver un, parce que, comme je disais, j'ai du mal à rentrer dans le film, mais c'est vraiment le début, le tout premier bombardement, en fait, où tu les vois, en fait, tu comprends pas trop ce qui se passe au début, tu te doutes qu'il y a un bombardement, il y a l'espèce d'alarme qu'ils entendent, et tu sais pas trop ce qui va se passer, et je me rappelais plus du tout de ce qui se passait dans le film, et je pensais que c'était les bombardements de la bombe atomique au début, j'étais là, waouh.
Ça commence fort. Non, c'est pas ce film-là qui aborde. Mais c'est ça en fait. Et du coup, je me rappelais plus trop. Et il y a tout le passage où déjà ils se séparent de leur mère. Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi la mère part en premier. Il y a peut-être une raison, mais c'est pas expliqué, j'ai l'impression. Et du coup, ils se séparent et eux, ils vont à l'extérieur. Et la mère, elle va dans un bunker et bon, elle finit brûlée vive. Et Ouais, au 3e degré, quoi. Puis après, son corps pourri et tout, quoi. Ouais. Et les enfants, ils sont un peu. C'est le début en fait. Ils sont déjà livrés à eux-mêmes dès le début en fait. Minute 1, leur mère est plus là. Et tu les vois essayer de se débrouiller et c'est très calme en fait. C'est très bizarre. C'est une scène de bombardement. Ça devrait être le chaos. Et c'est presque calme. Et si en fait, ils lâchent des espèces de bombes au phosphore, je pense. Ouais, c'est ça. Et c'est des espèces de cannes en fait qui tombent et qui après, au contact de l'air, réagissent et se mettent à brûler. Et au début, ça tombe et ça fait juste bruit d'une canne de métal qui tombe contre du béton, quoi. Et du coup, ils comprennent pas. Et en fait, ils re-rentrent dans la maison pour se réfugier. Et en fait, ça commence à brûler, donc ils ressortent. Et pour eux, c'est presque, t'as presque l'impression pas qu'ils jouent à un jeu, mais qu'ils sont un peu, comme des enfants, quoi. Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et qui finissent par sortir de la ville et regarder ça de loin, quoi. Mais, tu vois, pareil, pas en panique de quoi que ce soit. Il prend sa sœur, il s'en va, t'as l'impression qu'il a fait 200 mètres et voilà, il s'arrête. Et du coup, j'ai trouvé que ça entrait pas mal dans le film, en fait. C'est le passage qui m'a plu au début t'as vraiment le point de vue des enfants qui réalisent pas encore ce qui se passe. Mais petit à petit, j'étais moins dedans avec toute cette idée-là, quoi. J'ai trouvé que cette idée-là dure trop longtemps pour moi. Toute la séquence de bombardement est trop longue. Non, tout le côté, c'est des enfants face à la guerre, ils comprennent pas, en fait, ce qui se passe. Et au bout d'un moment, alors qu'ils en prennent plein la tronche, hein, dans tout le film, oui. Petit à petit. Et au bout d'un moment, je trouvais que ce traitement des personnages, à la longue, ça tenait plus trop la route, quoi, sur 1h30 de film. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse évolution des personnages. Ouais, à la fin, ils se laissent ça me mourir. frustre toujours un peu quand les personnages évoluent pas, donc, mais bon, ça c'est moi. Mais ouais, du coup, cette première séquence, je trouvais ça pas mal, et surtout qu'ils sont perdus, mais en même temps, tu vois, la seule préoccupation de la petite sœur, c'est j'ai envie de faire pipi. Oui, c'est ça que je te disais, c'est vraiment les besoins primaires d'une enfant qui reviennent tout le temps, et lui, elle se rend pas compte du tout des trucs, quoi. Et c'est le grand frère qui doit un peu absorber tout pour elle, quoi. Oui. Mais qui en même temps, lui, est dans le déni complet, quoi, entre son père et sa mère. Et en même temps, tu parles d'une évolution des personnages, mais je me dis que, je sais pas, quand t'es ado avec une petite sœur en bas âge et que t'as la guerre qui te tombe sur la gueule, je suis pas sûr qu'il y ait une telle évolution à avoir. Je pense que oui, ils en sont conscients au bout d'un moment, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que même dans le film, tu vois, dès qu'ils vont aller demander de l'aide à des adultes, on leur dit non. Ils veulent de la bouffe. C'est vrai, mais il y a de la cruauté, ouais. Il y a voilà, parce qu'il y a le rationnement, parce que tout le monde cherche à manger, parce que voilà, le truc c'est qu'on sait toujours pendant les guerres, voilà, quand on regarde les chiffres de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plus de morts civiles que de morts militaires. Et au Japon, ça a vraiment été encore plus fort, ça, qu'on a eu en Europe, par exemple. Notamment à cause des 2 bombes. Mais du coup, tu vois vraiment qu'il n'y a même pas d'entraide. C'est les gens, ils sont là, genre oui, mais moi aussi j'ai besoin de manger. Et donc non, je peux pas te donner de riz, il faut que je fasse attention à ma culture. Et tu vois que au bout d'un moment, le grand frère, il est obligé en fait d'aller voler la nourriture dans les champs. Et que le mec, il y a des mecs qui s'en rendent compte, qui l'attendent la nuit parce que il est en train de voler. Ou même encore plus dangereux, il attend qu'il y ait les bombardements. Quand tout le monde sort de la ville. Ça, c'est incroyable. Voilà. Donc, quand il y a les bombardements, tout le monde court hors des villes pour aller dans les bunkers. Et en fait, lui, il rentre dans la ville pour aller voler dans les maisons des gens pendant qu'il y a le bombardement. Mais il risque de s'en prendre une à chaque instant, en fait. Ah oui, il passe à côté de la mort. Mais c'est ça, c'est très bizarre, en fait. Il oublie un peu le côté survie de base, éviter le bombardement parce qu'il a besoin de nourriture et parce qu'il est désespéré, quoi. Bah, c'est ça. Mais oui, surtout après, quand tu vois, là, quand ils vont à la plage, justement, la scène où ils vont à la plage, quand ils se mettent en maillot de bain, tu vois que la petite sœur, elle a des plaques rouges sur le dos et tout ça, qui, bon, on l'apprend plus tard quand il va voir un docteur, c'est signe de malnutrition. Ouais, c'est de l'anémie, ouais. C'est de l'anémie. Et du coup, lui aussi, il commence à avoir ça, il s'en rend compte. Et puis voilà. Mais le problème, c'est que la petite sœur, elle a besoin, comme on a dit, les besoins primaires, elle veut manger, boire, aller aux toilettes et puis jouer, quoi. Et elle comprend pas tout l'enjeu qu'il y a autour, quoi. Et en même temps, je comprends, quand t'es un enfant, t'arrives pas à intégrer tout ça ou à te dire, ok, je mangerai pas ce soir, c'est pas grave. Parce que aussi, quand t'es en pleine croissance, donc t'as vraiment besoin d'être nourri aussi. Ouais, donc, c'est ça qui se passe, carrément. Et ouais, c'est vrai que tu la vois, elle commence à être malade et tout, et t'as l'impression qu'il met du temps à réagir, même à l'emmener chez le docteur. Bon, après, le docteur fait rien en soi, mais il lui dit, faut que tu lui donnes à manger, quoi. Parce que là, elle mange pas assez, elle mange pas bien. Et ouais. Anecdote chez le docteur, le deuxième patient qui arrive après eux, il est doublé par Takahata. En japonais, du coup. En japonais, ouais. Il dit juste bonjour, machin, et il échange 2 phrases avec le docteur, mais c'est Takahata. Voilà. Petit caméo du réel. Oui, je vois comme moi je regarde les films en français, les films d'animation, donc j'ai pas eu ce petit caméo là.
Écoutez, on va pouvoir vous passer un extrait de cette première séquence de bombardement. Oh yes, ça va être encore une bonne ambiance. Mhm. Couche-toi. Et c'est le moment du point spécial à aborder. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Et on commence avec Robin. De quoi tu veux nous parler? Moi, je vais vous parler pas d'un point spécial à aborder par rapport au film, mais plus de Takahata, son œuvre, sa vie. Ses choix, ses erreurs. Ses choix, ses erreurs, comment il en est arrivé là. Takahata, je trouve que pour l'animation japonaise, si on n'est pas vraiment dedans, il est un peu méconnu, un peu écrasé, effacé par Miyazaki. Alors que c'est un des cofondateurs du studio Ghibli. Et c'est aussi un très grand réalisateur. Hein, donc, c'est juste que la manière dont il a d'aborder ses films d'animation est très différente justement de Miyazaki. Donc Miyazaki, tout le monde connaît, voilà, ça s'est exporté partout dans le monde. Les studios Ghibli, c'est des trucs ultra fantastiques avec des personnages magnifiques, toujours des hymnes à la nature. Takahata, lui, ça va être quelque chose de beaucoup plus social, basé sur en fait les petites actions naturelles de la vie de tous les jours qui nous paraissent insignifiantes et qui en fait ont plein de sens, et il a vraiment cette façon-là de sublimer ces actions-là. En fait, quand tu regardes un peu la filmographie de Takahata, donc si tu reprends Princesse Kaguya, Only Yesterday, Pompoko, les séries qu'il faisait au début avec Miyazaki, Heidi ou Pompoko, c'est vraiment trop bien. oui. Et en fait, on regarde et puis on se dit, en fait, ces films, ils pourraient juste être des films live. Ils n'ont pas besoin d'être animés. En fait, pourquoi ils sont animés? Parce qu'il n'y a pas des trucs exceptionnels qui nécessitent de l'animation. Mais en fait, si. En fait, Si. Ouais. en fait, oui, parce que oui, tu vois, il va filmer une famille qui s'engueule, mais il va rajouter ce dont pourquoi l'animation est fait. Et c'est ça en fait qui va tout changer, et c'est là qu'est sa force en fait. La force de Takahata, c'est vraiment de capturer les petits moments de la vie en animation et sans en faire trop, parce que c'est vrai, le problème c'est qu'en animation on va dire ouais vas-y fais un mec. Je vais prendre un exemple qui vient en tête dans un film de lui d'ailleurs, de Princesse Kaguya. Il a une famille qui est en train de couper des pommes ou des je sais plus quels fruits ils ont là-bas, ils coupent des pommes, et ça en animation on te demanderait de le faire, tu trouverais ça chiant. Et en fait lui c'est tellement bien fait que l'action en devient invisible, mais ça devient un moment de vie parfaitement illustré et qui raconte tellement de trucs finalement, tu vois, parce que la manière dont les personnages sont posés, la manière dont ils sont en train de faire l'action, on comprend que la femme elle en a après le mari, et que le mari il en a marre de sa femme, et ce genre de trucs, et c'est vraiment ce dont pourquoi l'animation est faite, ça couplé au caractère design. Donc le caractère design on en avait déjà parlé dans nos hors-séries sur l'animation, où donc en fait c'est aussi la force de l'animation, c'est qu'en un dessin, en un clin d'œil, on voit un personnage, on peut se dire ah lui il est un peu méchant, lui il est un peu il est un peu robuste, il est frêle, lui il a un mauvais caractère, voilà. On va reprendre les exemples de Pixar par exemple, là-haut tu vois le personnage il est carré avec des lunettes carrées, ouais. Et tu vois on comprend qu'il voilà. Ça se voit dans le Tombeau des Lucioles entre le contraste entre la mère et la tante, et la mère elle a un visage très doux et la tante elle a un visage plus marqué, plus fermé, voilà, et c'est vraiment ça cette force. Ouais. Et en fait, l'animation, elle nous offre la liberté mentale des mondes imaginaires, et en fait, il va à chaque fois sublimer une émotion. C'est ça, en fait, la force, c'est qu'il va sublimer chaque émotion qu'on va voir à l'écran, et à chaque fois, il a cette force-là de pouvoir mettre en abîme ces émotions-là, et de te les faire comprendre juste visuellement, puisque c'est finalement le travail d'un film, c'est de montrer les trucs sans les dire, et qu'on comprenne ce qui se passe. Et puis là, du coup, je vais faire un parallèle. Ce qu'ils n'ont pas compris avec Disney en ce moment et tout leur remake, de refaire les films live, en fait. Parce que si les films ont été faits en animation, c'est qu'il y avait une raison. Et que maintenant, quand on les voit live, ça paraît étrange, en fait. Et il y a eu un remake live, d'ailleurs, du Tombeau des Lucioles en 2005, avec l'actrice qui joue la journaliste, je crois, dans The Ring. La version japonaise de The Ring. Ah, donc il y a une version japonaise live du Tombeau des Lucioles. Ah oui, oui. Okay. Ça a fait un méga flop. Super nul. Un peu comme tous les remakes des mangas ou des animés. Ouais, mais en fait, c'est un remake, c'est adapté de la nouvelle aussi.
mais en live, et ça n'a pas marché du tout, quoi. C'était une catastrophe. Bah, un peu, ouais, comme je disais, tous les animés, là, les Fullmetal Alchemist, les Death Note, Ouais, tout ça, voilà. dès Très qu'ils mauvaise les idée. passent, ouais, c'est des mauvaises idées. Parce que c'est ça, le média de l'animation permet de transmettre des choses que le Ou live quand tu peut pas refais faire. des vieux classiques de l'animation. Ouais. Sans- Bah, ouais, écoute, ouais, on en voilà. parlait, je vais le dire, ouais, c'est ça, évidemment. Donc, voilà, moi, c'est un peu le point que je voulais aborder, c'est que Takahata, c'est un peu méconnu, ce réalisateur, alors qu'il a une filmographie qui est vraiment super touchante. C'est clair que si vous allez voir Takahata et que vous voyez Ghibli devant, vous attendez pas à du fantastique, des créatures et tout ça. C'est vraiment social. C'est vraiment genre des familles qui s'engueulent. C'est vraiment, mais c'est toujours super bien amené, super touchant. Et plus tu vas dans la réalisation, plus tu avances dans ces films. Dans Only Yesterday, justement, il y a vraiment toutes les palettes de couleurs. Ça devient super pastel et super évasif avec vraiment le blanc qui est vraiment très présent, qui te fait comprendre que ça pourrait être c'est impalpable, que ça pourrait être du rêve parce que ça reste de l'animation et que c'est vraiment, oui, on raconte des trucs vraiment très réalistes et en même temps, ben, ça reste de l'animation. Il y a des super documentaires sur Takahata où justement, ben, je parlais de la scène où il coupe des légumes là. Tu le vois avec ses animateurs dans le studio Ghibli, dans la cuisine Ghibli. Et il est en train de regarder avec l'animatrice comment tu places ton couteau sur le fruit pour que ça soit le plus logique en fait possible. Comment lui tu couperais le truc là quoi. Quand il a travaillé avec Michael Ducoq-DeWitt sur La Tortue Rouge, ce réalisateur là, donc lui il décrivait la relation qu'il avait avec Takahata comme un disciple et son apprenti. Et c'est comme ça que tu apprenais à l'époque en fait. Il n'y avait pas des écoles, tu voyais ce que le mec il faisait et tu essayais de refaire le même mouvement. Forcément, tu le faisais pas bien parce que il y avait un truc que tu n'avais pas compris. C'est là qu'il venait de mettre un commentaire. Et c'est ça, il a vraiment beaucoup aimé cette relation avec Takahata avant que Takahata malheureusement s'en aille pour d'autres mondes. Qui est décédé en 2017. Ouais, c'est ça. Donc il y a peu de temps. Écoute, merci pour ce point. C'est très intéressant. Et oui, regardez les films de Takahata, ils sont moins connus que les Miyazaki. Ouais, mais c'est vraiment, c'est comme on disait quand on a parlé du Roi et l'Oiseau, tout ce qui est pas Miyazaki, c'est Takahata, Ouais. c'est tous les autres Ghibli. Pareil, il avait aussi une extrême connaissance de la culture française. Comme on l'avait dit dans Encore le Roi et l'Oiseau, c'est grâce à La Bergère et le Ramoneur qu'il avait ramené. Alors à l'époque, il travaillait à Toei Animation au Japon. Il l'avait ramené en pellicule, il l'avait réédité. Il avait demandé à son prof de français de traduire le script pour le montrer au studio pour que ils puissent apprendre de ça. Puis ils ont copié les scènes, ils ont copié la structure scénaristique pour en apprendre quelque chose. Puis voilà, La Bergère et le Ramoneur, bon, c'est tout, ça a été renié par ses auteurs, machin. C'est un grand fan de Jacques Prévert. Il a vraiment une culture, il a vraiment un amour pour la culture française et il s'est vraiment imprégné de tout ça. Il a appris de tout ça et c'est vraiment super intéressant. Oui, je sais plus si on avait parlé dans l'épisode sur Kirikou. C'était en voyant Kirikou et en discutant avec Michel Oslo qu'ils ont monté le studio aussi un peu plus tard. Le studio Ghibli. Avec Takahata ? Ouais, il me semble que c'était ça, non ? Ça les avait encouragés. Ah oui, c'est ça. Et ouais, du coup. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment de points à aborder parce que je voulais parler du traitement des personnages, mais on en a déjà beaucoup parlé. Ouais. Mais j'ai plein d'anecdotes, par contre, croustillantes sur le film. Oui, on peut commencer par celle sur le titre. Oui, alors oui, en plus il y en a deux là-dessus. Alors donc le titre original japonais c'est Otaru no Aka. J'espère que ma prononciation est pas trop dégueulasse. Et Otaru en idéogramme en Japon, ça veut dire luciole, donc, mais ça veut aussi dire le feu qui tombe du ciel. Qui tombe par goutte, moi j'avais trouvé. J'ai trouvé feu qui tombe du ciel, mais ça marche aussi. Et donc du coup, pour les bombardements de feu, mais alors ce qui est encore plus ouf, c'est que si vous prenez l'affiche du film où les deux enfants sont assis dans l'herbe avec le ciel au-dessus d'eux, il y a plein de lucioles, en fait si vous augmentez le contraste et la luminosité, dans le ciel il y a un bombardier en fait. Ouais, je l'ai fait ce matin dans Photoshop. Voilà. Je suis allé voir, j'ai mis une curve dans Photoshop et j'ai monté le contraste. Et il y a un bombardier dans le fond de l'affiche et en fait on se rend compte que c'est pas des lucioles. Oui, c'est ça. C'est les bombes qui tombent. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait c'est vrai que le nuage il a l'air un peu bizarre. Ouais. Puis quand tu montes le truc, tu fais ah putain. Ouais, okay. Ils l'ont caché dedans, dans l'affiche. C'est assez horrible. Le film, il est sorti en même temps que Mon voisin Totoro, on l'a dit. Et en fait, c'est une façon conjointe. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'est pas Totoro qui est sorti pour aider à vendre le tombeau des lucioles, c'est l'inverse. Le pitch de Totoro a été refusé, a été rejeté par les producteurs. Et donc, la seule façon pour Miyazaki de faire Totoro, c'était de le faire conjointement avec le tombeau des lucioles. Donc, ils ont présenté les deux films en même temps. Et les deux films sont sortis en même temps. Le truc, par contre, c'est que dans les cinémas, les projectionnistes avaient le choix de passer
En fait, tu allais voir les 2 films à la suite. Tu payais, tu allais voir les 2 films. Et les projectionnistes, elles choisissent de passer soit l'un, soit l'autre en premier. Donc soit ils passaient Totoro en premier et après le Tombeau des Lucioles, ce qui est horrible. Parce que du coup, ils voyaient Totoro, ils voyaient le Tombeau des Lucioles, après ils font mais on vient de voir un truc tout doux, tout mignon, et là, c'est un truc horrible. Soit ils passaient l'inverse, ils faisaient le Tombeau des Lucioles et après Totoro. Et les gens préféraient ça parce qu'ils voyaient le Tombeau des Lucioles, c'était horrible, mais après Totoro, ça adoucissait un peu, surtout pour les enfants. Ouais, après, alors c'est rigolo ce que tu me dis parce que finalement, Ghibli a jamais voulu faire de merchandising et ils ont commencé à en faire parce que tout le monde en a demandé pour Totoro, Ouais. alors que Totoro était refusé. Et ils en ont fait un peu avec le Tombeau des Lucioles. Et Totoro, c'est pas si mignon que ça quand tu te Non, c'est renseignes pas un si petit mignon que peu. ça. Mais le truc, c'est qu'en plus, Totoro a fait beaucoup plus de thunes. Ouais, après, ouais. parce qu'ils ont fait plus de 800 000 entrées en tout, je crois. Mais Totoro, si vous vous renseignez un peu, on en parlera sûrement peut-être dans un podcast moyen, ouais. sur Miyazaki. En fait, c'est basé sur un fait divers qui est arrivé au Japon où il y a 2 petites filles qui ont été enlevées et tout ce qu'on a retrouvé, c'est une chaussure qui flottait dans l'eau. Et c'est tous les plans là qui sont dans Totoro. Et Totoro, la manière dont ça a été dessiné, apparemment, ça rappelle une sorte de créature qu'ils ont au Japon qui évoque justement comment tu dis, pas le violeur, Pédophile. Oui, sûrement le pédophile, voilà. Et en fait, donc quand tu regardes, et moi je me souviens quand j'avais vu le Totoro pour la première fois, alors là, on fait une digression, mais les Miyazaki m'ont toujours mis un peu dans un état de malaise où tu sais, il y a toujours un truc qui se passe pas bien ou qui est étrange, qui te sort un peu de ce que tu as l'habitude de voir. Et Totoro, je me souviens que pendant tout le film, j'étais pas bien. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin, je fais, mais c'est tout en fait, c'est pas aussi pire finalement, c'est pas aussi terrible que ça. Et pareil, le chat bus, ils prennent un bus en forme de chat à la fin. Ouais. Il y a un écriteau sur le chat qui veut dire entrée du cimetière ou un truc comme ça en japonais. Wow. Donc c'est vraiment très lourd ce qui se passe derrière Totoro finalement, l'histoire qu'il y a derrière. Ah oui, j'ai juste une petite, mais sur une histoire de technique d'animation. Les traits de contour, au lieu d'être en noir, sont en brun en fait dans le film, la plupart, juste pour adoucir en fait le trait. Et ils ont fait ça parce que le thème étant très lourd, ils voulaient pas quelque chose de trop contrasté. Et ils voulaient adoucir en plus, comme les décors sont très peints et avec des couleurs très légères, ils ont fait ça. Et c'est une volonté de Takahata. Je trouve que c'est très réussi. Mais en revenant sur l'animation, au tout début du film, ils sont en train de s'habiller, de se préparer pour sortir de la maison. Et donc, la manière dont il porte sa sœur, vous savez, il porte sa petite sœur, mais il n'y a pas les sacs avec les chaises comme on a maintenant pour les enfants. C'est des lanières. Ouais. C'est tout des lanières, des bandeaux et tout ça. Et encore une fois, pour revenir à ces moments-là, l'animation qui est là-dessus, elle est tellement réaliste, la manière dont il fait ses lacets, et ça a l'air bête, mais de dire ouais, ok, il y a un mec qui fait des lacets, c'est pas intéressant. C'est super galère. Mais c'est super galère, mais la manière dont c'est apporté, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, on dirait de la rotoscopie limite. Et en fait, ça n'en est pas, c'est vraiment animé, mais c'est genre, ils ont tellement saisi l'essence de l'action telle qu'elle est, et c'est vraiment ça la force de Takahata dans tous ses films. C'est ça que je disais, c'est vraiment, il amplifie ces moments qui ont l'air banal, et en fait non, c'est vraiment fou le travail sur l'animation qu'il y a eu là-dessus, quoi. Sur les effets spéciaux aussi, les flammes sont incroyables, et à un moment il y a une borne incendie qui est cassée, il y a de l'eau, il passe derrière et tout, c'est super bien fait, il met sa tête dedans, ça coupe le jet, c'est magnifique, j'avais jamais vu des effets en 2D comme ça. Et le film est quand même très vieux maintenant. Ouais. Alors visuellement, c'est clair qu'au niveau de la qualité visuelle et tout ça, tu vois que le dessin il a un peu vieilli. Pareil, vous avez entendu dans les extraits, l'audio il a un peu ce cachet de vieillot. Parce que oui, le film est vieux, c'est comme ça. Moi je pense que j'ai vu une version qui a été remasterisée. Moi aussi j'ai une version remasterisée, mais l'audio c'était le même, Ouais. et la qualité était HD, mais tu vois que le dessin, tu vois, c'est pas aussi clean que les derniers Miyazaki ou les derniers Ghibli, tu vois. Et il y a aussi un travail énorme sur les couleurs. Au début, toute l'introduction, en fait, les couleurs sont super ternes. Vraiment pour te dire, la guerre c'est froid, le monde qui t'entoure, en fait, c'est la merde en ce moment. Et souvent, on isole donc le grand frère et sa petite sœur dans un layer, je vais dire rouge, et on les isole du monde. Donc déjà visuellement dans l'image, ça les isole du reste du monde, et c'est vraiment, ça amplifie ces trucs de vous êtes tout seuls les gars, personne va vous soutenir parce que c'est la guerre. Et en plus on met ça dans du rouge qui évoque les bombardements, la guerre, le sang. Et surtout le rouge, quand tu apprends un peu les codes des couleurs, sur la psyché humaine, c'est super violent et super glauque en fait pour inscrire un truc dans ta tête. Tu vois, parce que typiquement, si je prends un exemple... Je serais curieux de voir au Japon ce que ça veut dire, parce que c'est vrai qu'en fonction des cultures, ça change. Ouais, c'est vrai.
Bah, moi, la manière dont je l'ai ressenti, c'est ça, c'est que Ouais. vraiment le rouge, ça te plonge direct dans un malaise, quoi. Quand tu Mm. vois tu sais, par exemple, les films, là, maintenant, récemment, j'ai pas d'exemple, hein, mais tu sais, où c'est genre, c'est la guerre et t'as les alarmes, et d'un coup, ça clignote rouge, super Ouais. saturé, Ouais, et puis, ouais. tu vois, tu sens que ça va pas, bien que t'aies le son autour, et puis que tu vois la panique à l'écran, mais la couleur, vraiment, raconte aussi une histoire très importante dans ce film. Ah en oui, fait. oui, ça, c'est des codes établis dont on se sert depuis très longtemps. Sur l'animation, encore une fois, on parlait de quand il fait ses lacets et tout ça qui sont super réalistes. Et à côté, il y a aussi des moments extrêmement réalistes qui sont extrêmement dégoûtants. Le moment où justement il montre sa mère là, qui se fait manger par les vers. Ben, c'est dégueulasse. On dirait vraiment des vidéos de Ouais. mecs qui se font bouffer par les vers. Quoi. Ouais, j'aurais pas aimé aller chercher les références de ça. C'est en fait c'est ça qui est fou, c'est que c'est de l'anime mais c'est ancré dans le réel quoi. C'est ça, c'est vraiment la Très phrase de fort. Takahata, c'est genre on aurait pu faire ce film avec des vrais acteurs. Bon, comme tu l'as dit, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Mais l'animation, en fait, permet d'amplifier ce truc-là. Et c'est en ça que l'animation, c'est la force, en fait, de l'animation. Au bout d'un moment, en fait, on peut tout faire à n'importe quelle forme, avec n'importe quelle couleur. Et ça racontera une histoire encore plus forte que ce que la vie ou des vrais acteurs auraient pu nous, Ouais, tu peux tout nous amplifier, amener. tu Ouais, peux ouais. tout amplifier très facilement. Je voulais juste revenir un petit peu sur la collaboration qu'il y avait eu en fait après avec Michael Dukojevit, donc Sur la Tortue Rouge. sur la Tortue Rouge. Donc ça c'était la première et du coup dernière fois je pense où il y avait une coproduction Ghibli avec un studio français. Et bon, ça a tout déchiré au Festival d'Annecy. C'est un chef-d'œuvre d'animation. Le film est exceptionnel et ça a mis 9 ans à se faire. Il y a un super documentaire à aller regarder justement où Dukojevit il explique toute la relation avec Takahata et la manière dont il avait d'approcher le travail et tout ça, et où il explique que c'était vraiment quelqu'un de très doux et de très compréhensif. C'est rigolo parce que finalement on connaît toutes les histoires sur Miyazaki où on sait que c'est un bourreau de travail qui est intransigeant. Ouais, que ça doit être assez galère de travailler pour lui. Ça doit être très dur de travailler pour lui. Et à côté, il y a un autre gars qui a fait des chefs-d'œuvre et c'est une douceur apparemment, tu vois. Donc c'est très rigolo de voir que ces deux forces-là ont créé un des plus gros studios d'animation, le plus gros studio d'animation japonais. Ouais. Et du coup, voilà, c'était juste, je voulais revenir sur un petit côté yin et yang. Bah peut-être, hein, mais justement, l'équilibre du studio était géré comme ça et c'était super en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, c'était juste, je voulais revenir là-dessus si vous avez l'occasion un petit peu d'aller regarder ce documentaire. Est-ce que tu as le nom du documentaire pour nos auditeurs? Ça s'appelle La Tortue Rouge avec Michael Dukojevit. D'accord. C'est tout bêtement un truc comme ça. Et c'est un truc d'une heure où il raconte un peu tout ce qui s'est passé avec Takahata, comment le processus de création et tout ça. Et La Tortue Rouge, évidemment, je vous le conseille parce que pareil, vous allez retrouver des moments de vie d'une simplicité, mais avec une telle élégance sans parole du tout. Et c'était vraiment super fort comme film. Eh bien, écoute, merci. Et très bien, on va pouvoir conclure. Et c'est la fin bientôt de ce podcast, mais est-ce que tu as une recommandation avant? J'ai une recommandation, évidemment. Une recommandation qui va pas faire plaisir à tout le monde. Une recommandation qui n'est pas un film d'animation. Oh, scandale! Ah, j'ai trahi ma nation, ma patrie. C'était le dernier épisode de Robin. Merci Robin. Non, je vais vous recommander. Je pense que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir. Ça s'appelle La vie est belle de Roberto Benigni. Et c'est ce film, en fait, Le tombeau des lucioles m'a fait penser à ce film parce que, en fait, tout au long du film de La vie est belle, c'est un père qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la déportation et les camps de concentration avec son fils, donc ils sont juifs, va lui dire que la vie est belle, en fait, peu importe ce qui est en train de se passer. Et lui faire croire que tout ça n'est qu'un jeu. Tout ça n'est qu'un jeu, c'est ça. Et c'est exceptionnel. Et on parlait des plantés récoltés depuis de nombreux épisodes. Et bien là, vous en avez une chiadée dans tout le film. Il est superbe. Et en plus, il y a une séquence qui est basée là-dessus. Le planté récolté? Ouais. Oui, avec la clé, avec le rouleau et tout ça. Ouais. Voilà. Donc c'est né que ça. C'est Benigni dans ce qu'il fait de plus grand en fait. Et alors là, comme ce n'est pas un film d'animation, regardez-le en italien en fait. Oui. Voilà. Ah ouais. Donc moi, c'est ça ma recommandation. Et toi, Jean, quelle est ta recommandation? Moi, ma recommandation, c'est Parvana. C'est un film d'animation pour le coup et qui raconte l'histoire de Parvana, une enfance afghane, je crois, le titre complet. Ouais, c'est ça.
Et ça raconte l'histoire d'une petite fille, donc Parvana, qui est en Afghanistan, qui vit en Afghanistan au moment où les talibans prennent le pouvoir. Et on vous met dans une bonne ambiance. Ah ouais, c'est FPS, la bonne. Alors celui-là, par contre, il est très 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 dur, ce film. Et par contre, il est extrêmement beau. C'est en animation traditionnelle, mais il y a des passages en stop motion. Et l'animation, elle est papier. C'est un petit peu comme les Hirondelles de Kaboul, non? Ouais, ça y ressemble. Je pense pas que ce soit le même studio. C'est dans le studio qui l'a fait, c'est ceux qui ont fait Le Chant de la Mer. Ouais. Tout ça, donc en Irlande. Ouais, je sais plus le nom, je devrais le savoir en plus. J'ai oublié le nom aussi. On vous le retrouvera, ce sera dans les ratoons du prochain épisode. Et ouais, donc Parvana, une enfance afghane, pareil, la relation les enfants pendant la guerre et la misère qui peuvent y avoir et tout, et comment ils se sortent de ça. C'est triste, mais c'est extrêmement beau, et tout le film est en fait construit autour de ça, et en parallèle avec un conte, je sais plus si c'est de la stop motion ou du papier découpé. Je crois que c'est du papier découpé. Je crois que c'est du papier découpé. Et à côté de ça, donc il y a un conte qui est mis en parallèle de l'histoire. Et c'est très très beau, et je vous le conseille fortement. On va vous retrouver dans le prochain épisode, dans lequel on va vous parler du Petit Prince enfant. Enfin. Et on sera probablement accompagné d'un invité, je pense. Oui. Comme vous avez déjà vu. Oui. Voilà. Vu du coup non, entendu. Plus, oui. Merci de nous avoir écoutés en tout cas, et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Ciao.